Vous êtes très nombreux à suivre ces magazines, les débats congolais. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour parler des questions d'actualité. Parmi ces questions, il y a les voyages du président Tshisekedi en Ouganda et puis à Bujumbura. Tshisekedi était en tête-à-tête avec Yoweri Kaguta Museveni à Kampala et finalement il a atterri à Bujumbura où il a pris part au sommet de la COMESA. Est-ce qu'à l'issue de ces voyages, on peut espérer les retours de la paix à l'est du pays? Parce que l'Ouganda est pointé du doigt comme étant parmi les pays qui ont envahi la République démocratique du Congo ou qui travaillent en connivence avec les Rwandais. Nous placerons un mot par rapport sur l'examen de la loi des finances. Les débats se passent en ce moment à l'Assemblée nationale. La Première ministre Judith Suminwa a présenté la loi des finances 2025 à l'Assemblée nationale. Nous allons aussi répondre à un certain nombre de questions adressées à notre invité, des questions liées à la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution, parce que c'est là les grands débats. Alors, pour ce jour, nous avons le plaisir de recevoir notre invité traditionnel, je dirais, de tous les jours. Il est politologue, doctorant à l'université de Kinshasa, chercheur en sciences politiques. Il est président de l'idéal patriote, un parti de la troisième voie, courant de pensée, mais aussi membre de l'Union sacrée. Il est géniteur de la troisième voie, coordonnateur des communicateurs pour la République. Vous avez bien deviné là qu'il s'agit de M. Fumutoto. Monsieur Fumutoto, bienvenue. Merci beaucoup. Merci aussi à tous qui nous suivent et qui auront aussi la possibilité de suivre ce que nous voulons dire à ce jour. Dans les commentaires, je vois beaucoup de gens vous insulter, mais m'insulter aussi, surtout sur Twitter. Moi, je me limite quand vous posez des questions, mais les gens me massacrent comme jamais. Moulouba, Tshisekedi, Moulouba. Mais vous avez aussi, j'enregistre aussi beaucoup de commentaires où les gens vous apprécient, ils vous qualifient des sages noirs. Est-ce que vous entendez quelque chose lorsque on appelle sage, un sage en Afrique, dans notre société? C'est différent des sages que l'on retrouve dans la Bible, qu'on appelait autrefois des mages. Est-ce que ou bien c'est la même chose, Fumutoto? Là, je parle à l'homme spirituel, Fumutoto. En tant qu'homme spirituel, ce qui m'accepte m'affaiblisse et ce qui me conteste me renforce. Ah bon? Ouais. Parce que quand on vous a accepté, c'est fini, vous avez gagné. Mais on ne gagne pas toujours, il faut continuer à se battre. Surtout ceux qui nuancent mes points de vue, surtout ceux qui les contestent, me permettent de réfléchir. Mais tout en protégeant d'abord ceux qui m'acceptent parce qu'ils sont les miens. Donc moi, je suis habitué à ce genre de choses. Surtout que moi, je suis penseur. Je suis libre de voyager. Je suis essayiste. De voyager? Ouais, vous faites des voyages astro? Non, voyager, ça dit d'aller au-delà des limites. Ça n'a pas de rapport. Ah, c'est pas des voyages astro? Moi, je ne suis pas membre de loge. Je ne suis ni chrétien, ni religieux, ni musulman. Moi, je suis un athée spirituel, scientifique et politique. Un athée spirituel, mais il n'est pas croyant, il n'est pas théologien. Un athée spirituel? Oui, un athée spirituel. Donc il ne croit en rien du point de vue de l'esprit? Non, un athée est un croyant parce qu'il ne peut pas contester l'existence de ce qui n'existe pas. Non, les athées ne croient pas ni en Dieu ni en quoi. Non, donc, si vous voyez voilà. Un athée qui me dit qu'il ne croit pas, ils sont nombreux. Amenez-le-moi, je vais l'aider à comprendre que c'est un grand croyant en Dieu. Parce qu'il n'a jamais été au ciel pour voir que Dieu n'y est pas, afin de douter. Parce qu'un athée est censé être un scientifique. Mais tu n'as jamais été au ciel. Comment tu vas dire que Dieu n'existe pas, alors que ceux qui l'ont cru ont dit qu'il est au ciel? Dans ce cas, si on est athée, qu'on ne croit pas en Dieu, on devient irrationnel.
Oh, mais les athées ne croient pas en Dieu, c'est clair. Non, est-ce que vous avez ça, c'est compris? votre définition de l'athéisme. Athée, ça ne veut pas dire celui qui ne croit pas. Ouais. Ça veut dire celui qui ne croit pas à un Dieu qu'on lui a présenté. Mais ce n'est pas... ne croit pas en Dieu. Non, c'est faux. C'est une très mauvaise. L'homme est un être croyant de par essence. Et l'athéisme est la divinité même d'un athée. Ah bon? Oui. Donc, voilà. Donc, il faut accepter la contestation. C'est à force d'être contesté. Doctrine qui nie l'existence de Dieu. Point. Non, c'est l'attitude de quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Bon, mais, incroyance religieuse. Mais en philosophie, voilà. Raisonnons tous ensemble. Est-ce qu'on peut nier l'existence de ce qui n'existe pas? J'ai lu la définition de Larousse. Non, mais ça, c'est... Moi, je suis scientifique et je ne suis pas collé aux étymologies. Oui, c'est ça la définition. Lorsqu'on parle de l'athée, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Alors, bon, on reviendra. De toute façon, vous avez compris, par exemple, le troisième sexe n'existe pas. Est-ce qu'on peut se faire négativiste du troisième sexe alors que ça n'existe pas? Celui qui nie que Dieu n'existe pas, reconnaît lui qui a l'existence d'un Dieu. Parce que s'il était né dans une société où les gens ne croient pas en Dieu, il ne peut pas se faire rater. Bon, il y a beaucoup de théories par rapport à la création du monde, par rapport au ciel que nous voyons. Ça n'a jamais été créé par personne, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, mais ce n'est pas le débat du jour. Bon, j'ai toujours souhaité connaître ce débat un jour. Revenons maintenant. Pour fonder la spiritualité même de l'État congolais. Revenons à nos moutons. Ouais. Félix Tshisekedi en Ouganda, j'ai vu les gens dire qu'il est allé s'humilier devant Yoweri Museveni face à l'avancée du M23 des troupes rwandaises. Le Walikale, aujourd'hui, une localité après l'autre tombe chaque jour entre les mains du Rwanda et les M23. Et face à cette avancée-là, Tshisekedi qui ne sait quoi faire, est allé finalement supplier la pitié de Museveni pour qu'il intervienne afin de limiter les dégâts. Comment analysez-vous cette situation, M. Fumoto? Personnellement, je n'ai pas fait partie de la délégation du chef de l'État ou de ceux qui ont accompagné le chef de l'État dans les deux pays que vous venez de citer. Je ne suis pas dans les chefs de l'État pour savoir qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Alors, je ne saurais pas affirmer les choses. Alors, celui qui a prétendu dire ces choses-là, il les tire lui d'où? Ils interprètent les body language. Bon. Et ils ont parlé de sécurité pendant 3 heures. Et après, le président a dit qu'il garde l'espoir que ce qu'ils ont dit, les sages, ils croient en la sagesse de Yoweri Museveni, que cela va s'appliquer. Et de son côté, Museveni n'a pas été long, il a parlé de manière brève. Et les gens pensent qu'il est allé quand même à genoux devant Yoweri Museveni, parce qu'il est de notoriété publique que les troupes ougandaises sont sur le sol congolais et qu'il y a de cela 5 jours, Museveni a qualifié la RDC d'un pays failli, un pays en faillite. Mais malgré cela, le président Tshisekedi est allé en Ouganda. Hein? Vous savez, le président de chaque pays ou le chef de l'État de chaque pays du monde est le premier diplomate de son pays. Et que la diplomatie est aussi perçue comme une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant. Il n'y a rien qui prouve que ceux qui mutasekinde à Lingio, ceux qui mutandiminde à Yokio. Et lorsque le président dit que j'ai espoir que les paroles qui ont été données seront respectées, ça veut dire que le président reste dans lui et non dans ce qu'il dit. Deuxième élément. Il croit en la sagesse de Yoweri Museveni qui jusque-là s'attaque à la RDC lorsque quelqu'un qualifie votre État d'un État en faillite et que vous croyez en sa sagesse. C'est compliqué, hein? Ce qui est vrai, c'est que tous ces pays se stabilisent aussi par l'insécurité qu'ils imposent à la République démocratique du Congo. Le président n'est pas ignorant de cet état de choses. Mais même pendant les hautes tensions de la guerre, les pays en guerre négocient toujours. La diplomatie reste toujours de mise. Je ne veux pas reprocher le chef de l'État d'avoir été en Ouganda, mais il y a un mot, une expression en anglais qui dit « wait and see ». Donc, nous encourageons tous les efforts et tous les moyens que le chef de l'État peut appliquer pour nous faire gagner la paix. Mais je ne crois pas, moi, à la bonne volonté des Rwandais et des Ougandais.
Moi, je Ah bon, vous ne croyez pas? Je ne crois pas à la coopération bilatérale entre la RDC et l'Ouganda, que cela peut apaiser la situation? Il faut la montée en puissance de notre armée, la rationalité, la cohérence de la politique étrangère congolaise. Ça se fait toujours entendre jusque-là, hein? Non, on ne sait pas. C'est une guerre. Hein? Il ne s'agit pas de la blague. Hein? Le Congo est convoité, le Congo est attaqué, c'est une guerre des minéraux. Peut-être qu'il n'y a que nous-mêmes, les Congolais, qui ne comprenaient pas la gravité du danger qui nous guette. Alors, la manière dont les gens critiquent la politique du chef de l'État, les voyages du chef de l'État, c'est comme s'ils ne savent pas que le problème est plus profond qu'on ne l'imagine. Mais là, on parle de l'échec de Tshisekedi. Hein? Il parle de l'échec de Félix Tshisekedi, du régime Tshisekedi, qui, en venant au pouvoir, il avait des prétentions comme quoi il allait rétablir la paix. Mais jusque-là, Tshisekedi, issu d'un parti politique qui ne s'acharnait que sur Kabila, aujourd'hui, n'arrive pas à rétablir la paix à l'est du pays. Voilà pourquoi il pointe du doigt Tshisekedi comme étant celui qui est à la base de l'échec. Combien de mois Poutine a-t-il donné à Kiev d'être battu? C'était moins de mois. Aujourd'hui, ça vient de prendre combien de mois? 2 ans. C'est ça. Vous pouvez poser la question à M. Nanga. Est-ce qu'il s'est donné plus d'une année qu'il ne s'est pas arrivé à Goma? Le jour où il a commencé à rêver que la solution, c'est aller en forêt, attaqué par les armes du régime de Kinshasa. Pensait-il qu'il allait faire aussi autant de mois sans arriver à Goma? Non. Personne n'est Dieu parmi nous. Les projets de société, les visions d'État sont des rêves. Il n'y a que Dieu seul qui peut savoir que ce qu'il promet, il va le faire arriver parce que lui, il est l'alpha et l'oméga. Tu sais qu'il, comme tout autre président, n'a donné que de bonnes intentions. Quand Obama est arrivé au pouvoir, il a annoncé des choses quand il était à l'opposition. Arrivé au pouvoir, il a tout réalisé. Donald Trump, la même chose, Macron, la même chose. Ce qui compte pour nous, c'est que le président Tshisekedi a amorcé des efforts pour la sécurité de l'Est du pays, plus qu'aucun président qui l'a précédé. Plus qu'aucun président? Oui, la politique nationale de la défense. Même le président qui avait laissé Tshisekedi les 2345 000 km² entre les mains. Aucun périmètre de la RDC n'était entre les mains des étrangers. Hein? C'est une paix de façade. Parce qu'on vous laisse les pays entiers entre vos mains, mais avec les étrangers brassés, mixés au sein des institutions. On vous laisse les pays entre les mains, mais l'article 12.8 de l'accord signé entre l'OM23 et le gouvernement de Kinshasa accorde des grades militaires et policiers aux généraux et autres militaires rwandais dans les institutions de la République démocratique. Mais Fumototo, est-ce que Lelo Oyo, tant que vous avez passé à bande de na Est, bana bazo kufa nzala, bazo kufa na bazamba, basi bazo violer bango, liwezo continuer kaka. Bazo continuer à se déplacer interne, bazo continuer à kobakisa manombre. Alors que l'armée n'a pas jusque là et parvenir à bengana bangonate. Fallait-il quand même négocier peu de vrais pour peu de façades au négo qualifiango pour na kopesa quand même moi qui m'a na batwana, ou bien il faut alors que toujours qu'on n'a pas perdre le terrain. Le problème c'est que nous devons ouvrir à la fois plusieurs fronts. Les fonds populaires, les fonds diplomatiques, les fonds humanitaires, comme venait de le dire, les fonds militaires, les fonds diplomatiques. Il ne faut pas qu'on puisse négliger un front. Et moi, je pense, les fonds politiques. Les fonds politiques. Et je pense que le salut du Congo viendra d'abord de la prise de conscience individuelle et collective de tous les Congolais, du danger qui nous guette. Et que la guerre à l'est du pays est plus que la question d'un simple régime de Tshisekedi, de Kabila soit-il. La menace est forte, et dure et sérieuse. C'est ça. Donc, pour nous, on ne peut pas négocier ne fût-ce qu'une paix de façade. Pour nous, moi, qui m'y a bande qu'on a bisoté, tout ce kaka, armée na biso, na banguna, va continuer à causer la localité, va continuer à progresser. J'ai dit la levée de l'embargo, j'ai dit la levée du régime de notification pour l'achat des armes et autres équipements militaires. J'ai donné le recrutement de nouvelles unités au sein de l'armée, de la police. Les efforts sont colossaux, mais le tout est très profond et ensemble nous vaincrons. Ah, c'est là
une langue de bois, apparemment. Peut-être vous ne parvenez pas à aller dans les fonds des choses. Je comprends que vous êtes un peu mal à l'aise par rapport Non. Je dis, vous me posez la question, est-ce qu'il ne fallait pas une trêve humanitaire? Moi, je vous dis une paix de façade, parce que Yom Tokalfian ont des paix de façade. La paix de façade, ça veut dire que Museveni et Kagame, qui vivent des sons de Congolais, peuvent-ils aider encore les Congolais à retrouver leur vie, leur souveraineté, leur sécurité? Je ne crois pas. Kabila, c'est imagine pour que moi qui me rends. Kabila n'a jamais eu la paix parce que Kabila a intégré ce qu'on ne peut pas intégrer dans le sens de la souveraineté d'un État. Kabila a brassé l'armée nationale avec les armées étrangères. Kabila a donné des grades de policiers militaires aux étrangers. Kabila a vendu la sûreté de l'État. Comment vous dites qu'il a trouvé la paix? Même ceux qui ko progresser M23 na ba troupe rwandaise ba ko progresser bazo ba province mais tokoki jamais tseke da koki jamais ko négocier na bango paix de façade wana te. Je dis ceci, nous devons renforcer la montée en puissance de notre armée. Nous devons renforcer la politique nationale étrangère de la République démocratique du Congo. Nous devons mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il fait des fois à l'interne, sans négliger les efforts dans la sous-région et dans toute la communauté internationale. Et c'est comme ça qu'un pays se développe. Et je peux même réaffirmer ici que tous les pays se sont développés pendant les périodes d'hostilité. Il n'y a pas un pays qui a été libre. Ah, mais aujourd'hui, il y a Mbongo Belezo qui est na Bitumba. Et Nicolas Kazadi avait même évoqué ça. Mbongo Belezo qui est na Bitumba. Moyen pour implémenter un projet de développement. Peut-être parce que Mbongo est belé. Et ça, ça dépend de sa souveraineté. Mais il y a aussi, donc vous ne voyez pas que Elokwana, c'est vraiment un grand obstacle. Et Kokiko, ça que Toba Luka ici, comme Bamboula, Bamboula, Fumototo. Je peux vous poser une question de savoir depuis Kabila jusqu'à présent. Le montant, les sommes d'argent que nous avons perdues et que nous sommes en train de perdre pour la corruption, la concussion, l'indiscipline, les détournements et l'argent que nous perdons pour la guerre. Quelle est la somme la plus colossale? En tout cas, c'est les dépenses de souveraineté. Hein? Merci, les dépenses de souveraineté. Et l'argent que nous détournons ne pouvait pas nous aider à renforcer pour les dépenses de la souveraineté. Mongwana Tasso va récupérer mingi parti belé na effort de guerre. 1 million de dollars disparus sous Nicolas Kazadi. Malgré les efforts de Gilles Alinguet et de l'IGF, ne représentent pas quelque chose pour l'achat des armes et équipements militaires. Même pour la formation. 70 millions disparus sur Kazadi. Oui, les dollars. Ah bon? L'argent disparu au niveau d'Arena de Kinshasa, au niveau des centres financiers, et n'en parlons pas. Combien de procès? Nous devons nous-mêmes commencer par avoir une politique rationnelle cohérente à l'interne. Parce que s'il n'y a pas l'administration de proximité de permanence, s'il n'y a pas la bonne gouvernance interne, avec la visée rwandaise et ougandaise, nous n'allons pas nous en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec mot oyo otiko épinglé, corruption, détournement des fonds, tout ce que vous venez de dire là, hein, c'est dans ce même contexte-là de l'avancée des troupes rwandaises avec le M23. Donc c'est dans le même contexte où on parle révision ou changement de la constitution, Fumototo. Pour encore diviser beaucoup plus, occasionner beaucoup plus de tensions, de clivages au sein de la société congolaise. Donc, fragiliser l'unité nationale. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas une nation, un pays développé où tout le monde parle le même langage, tout le monde a le même point de vue et tout le monde réfléchit de la même manière que le pays. Dans tout le pays du monde, l'unité c'est autour des valeurs et des idéaux. Mais l'unité c'est pas autour des individus. Vous voulez me dire que tous les Français sont d'accord? Ce sont les individus qui incarnent ces valeurs-là. Non, non, les qui valeurs, les mettent en application. Les valeurs sont naturelles ou culturelles, mais ce sont les individus qui viennent les porter. Mais bien sûr. Donc sans l'individu, une valeur n'est pas une. Les individus peuvent mal ou bien les porter. Les valeurs sont dans et au-delà des individus. Ça veut dire que... Non, mais c'est créé par les individus. Hein? Pas forcément. Mais oui. Non, l'unité n'est pas créée par les gens qui vivent dans une société. Ce sont les faits et phénomènes sociaux qui poussent les gens à être unis devant l'ennemi commun. La paix, la justice sont des valeurs naturelles, sont des énergies naturelles. Comment naturelles? Mais la justice sans l'homme, la justice est où? La paix est où? L'unité est où? Sans l'homme, on ne peut pas parler de justice, on ne peut pas parler de la paix, on ne peut parler de rien sans l'homme. La justice a existé sur la terre avec Dieu avant l'apparition de l'homme. Et Dieu, c'est qui? Dieu,
L'homme, c'est pas Dieu. L'homme est Dieu. C'est le fils de Dieu. Oui, mais c'est Dieu aussi, en chair. Je suis d'accord avec vous. Mais donc la justice, on ne peut pas, à l'absence de l'homme, la paix n'est pas paix, la justice ne l'est pas, et l'unité aussi. Je ne suis pas partisan de l'humanance. Des gens qui pensent que tout est dans l'homme, c'est pas loin de l'humanisme. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas prôner ça. Je dis ceci qu'il y a un moment où le monde a existé, ça l'homme avec le Créateur lui-même. Et il y avait la justice. Il y avait la justice, il y avait la paix, il y avait l'équité. Il y avait la justice comment? Justement. Comment il y avait la justice sans l'homme? Le monde a été créé dans la justice et l'équité de Mais Dieu. comment il y avait la justice? Expliquez un peu. Pourquoi ne pas voir la justice alors qu'il y avait les eaux? On ne peut parler de la justice. Hein? Oui, il y avait les eaux, il y avait la terre, il y avait le climat, il y avait tout. L'homme est venu. Après, la justice a à faire avec... quel est le rapport qu'il peut y avoir entre la justice et l'eau, la justice et les vents? Les écosystèmes sont réglés par la justice divine. Ah bon? Oui, chaque chose a son temps et laisse la place, la succession de ses œuvres consorts. Et d'ailleurs, c'est ça même le sens de la justice. Quand on parle des droits de l'homme, c'est d'abord les droits naturels liés à notre existence. Le droit de manger, le droit de revenir, de dormir, la libido, consort. Ça, ce sont des phénomènes naturels. Et d'ailleurs, vous savez la différence entre les droits positifs et les droits naturels. Ce n'est pas moi de vous dire ça. Donc, nous avons trouvé la justice. Nous ne créons pas la justice. Nous accédons au phénomène et faisons de la justice dans la nature. Ça, c'est vraiment un autre débat philosophique. Revenons maintenant à la révision ou au changement de la Constitution. Parce que vous savez que moi, avec vous, en dehors des micros, j'ai toujours eu ce genre de débat avec vous. Je n'aimerais pas que ça quelle est votre question? Parce que je n'aimerais pas que ça nous bouffe beaucoup de temps ici dans l'émission. Non, s'il vous plaît. Parce qu'on a beaucoup de matière ici. Hein. Est-ce que je peux dire un mot? Oui. Il y a un faux débat aujourd'hui dans la tête des Congolais où les uns sont pour la révision et les contraires, c'est le changement. Non. C'est ça la question que je dois vous poser. Ouais. Révision ou changement de la Constitution dans ces contextes ici, pour mon toto. Alors formulez bien la question. Est-ce que doit-on parler de la révision de la Constitution ou du changement de la Constitution dans un contexte d'un pays en guerre, un pays agressé, un pays occupé militairement par des forces armées étrangères, un pays où la division, les clivages sont là perceptibles, la tension est là, la corruption, les détournements, l'instabilité. Doit-on parler de la révision de la Constitution ou du changement tout de la suite Constitution? Là que tout changement de Constitution est une révision et que toute révision est un changement. Comment ça? Ben justement, comment on peut changer une constitution qu'on n'a pas révisée? Et comment on peut réviser une constitution sans la changer? Les débats devaient être sur qui sont pour la révision des dispositions verrouillées et qui sont pour la révision des dispositions non verrouillées et qui sont pour le 2 et plus. Et tout ça, c'est la révision. Parce qu'il ne faut pas penser que nous voulons créer une constitution nouvelle. Nous voulons plutôt avoir une nouvelle constitution. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'une nouvelle constitution, c'est une réforme, c'est une révision. C'est-à-dire, on part de la constitution qui est là et on trouve des choses dans lesquelles on n'est plus d'accord et on change même en les touchant dans ses qualités verrouillées. Maintenant, la constitution nouvelle, c'est qu'on n'avait pas une constitution ou soit on aura pris des références avec ce qui a précédé. Or, nous avons un régime ici issu d'une constitution et qui fonctionne sur base de cette constitution. Si nous voulons changer cette constitution, toucher cette constitution, même dans la disposition verrouillée, nous faisons seulement qu'une révision des dispositions verrouillées et non changement de la constitution. Et nous pouvons prendre l'article 220 et vous allez trouver que ce soit sur les dispositions verrouillées, que ce soit sur les dispositions non verrouillées, toute modification de la Constitution de la République démocratique du Congo est appelée révision. Et que tout ce qui veut opposer les mots révision et changement sont dans la fausseté d'après cette constitution et même d'après les sciences po, la doctrine. Ceux qui veulent opposer la révision et les changements. Les concepts de révision et changement sont dans la fausseté. Nous devons plutôt opposer la révision des dispositions verrouillées et la révision des dispositions non verrouillées. C'est ce qui est dit dans la Constitution. Vous pouvez prendre l'article 220. L'article 220. C'est un article connu, vous pouvez continuer à développer. Pas trop connu, parce que si tout le monde comprenait les contenus de l'économie de cet article, on ne pouvait pas opposer les mots révision et changement de la Constitution. Il y en a qui disent pas de révision, carrément le changement. Oui, non, mais ce n'est pas ça. À la révision. Mais regardez, le législateur a prévu. Non au changement de la Constitution. Mais regardez, les mots révision, les révisions est utilisé et
pour sur les dispositions verrouillées et sur les dispositions non verrouillées. L'article 220. 220. L'article 220 dit ceci. La forme républicaine de l'État. Là, il y a un débat aussi. Allez-y. Les principes du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée des mandats du président de la République. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça, c'est l'alinéa premier du titre de la révision constitutionnelle. Et l'alinéa deuxième de l'article 220 est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vous voyez, les législateurs disent ceci. Je ne veux pas les révisions sur les dispositions verrouillées. Est interdite toute révision visant le changement ou portant sur... Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vous comprenez? Pas de révision constitutionnelle pour ces matières. Vous voyez, ici. même si, d'après les législateurs ici, si vous touchez aux dispositions verrouillées, ça s'appelle toujours révision. Et c'est cette révision qui est interdite. Pourquoi? Non, mais est-ce qu'ici, il y a ces alinéas ici il y a sont des différents. types de révisions. Une révision autorisée et une révision non autorisée. Alors, dans l'alinéa premier ici, où on parle de la forme républicaine, du principe du suffrage universel, de la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Vous voyez que si vous les touchez, ça s'appelle d'appeler les législateurs révision. C'est plutôt l'air contenu qu'on ne peut pas toucher, mais si vous les touchez, ça s'appelle toujours révision. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils sont en train de donner comme nuance. Non, ici, ils refusent qu'on ne parle pas de révision. Mais on ne dit pas changer là-bas. Les législateurs n'ont pas utilisé. Si vous voulez toucher à ces dispositions-là, on dit seulement on a révisé les dispositions verrouillées. On ne dit dans pas. Les deux alinéas ici, on refuse la révision. Mais ce que vous avez compris, c'est-à-dire que le titre, c'est de la révision constitutionnelle. Et le titre nous dit automatiquement dans toute la Constitution qu'est-ce que nous pouvons toucher et qu'est-ce que nous ne pouvons pas toucher. Dans un comme dans un autre sens, ça s'appelle seulement révision. Moi, je suis pour la révision de toutes les dispositions, et celles qui sont verrouillées et celles qui ne sont pas verrouillées. C'est ça le concept. Mais les autres disent révision, oui, changement, non. Alors qu'ici, qu'est-ce qui est verrouillé? C'est la révision des dispositions matricielles. Ce n'est pas les termes révision qui est refusé. C'est plutôt le terme révision des dispositions verrouillées. Mais on ne peut pas opposer, d'après cette constitution, changement de la constitution et révision de la constitution. Mais, Fumutoto, si on bascule dans une autre forme républicaine de l'État, là, on parlera de la révision et non du changement. On parlera de la révision parce qu'on partira des institutions avec les animateurs actuels, et ce sont ces animateurs qui ont qualité d'appeler le peuple au référendum. Ça veut dire que c'est la continuité du même système, mais on va retirer et ajouter. C'est la révision. Alors, quand est-ce qu'on peut parler d'un changement de la Constitution, selon toi? Lorsqu'on peut parler d'un changement de Constitution, je ne vais pas donner réponse à cette question. Non, mais pourquoi pas? Mais je n'ai pas besoin de donner ça. Non, mais expliquez comment. Parce que ici, le débat, c'est le changement de la Constitution. Le président de la République a dit à Kisangani qu'il va mettre en place une commission nationale multidisciplinaire, Oyo et Kobota Constitution. Mais si nous avons Kobota, c'est pas changer l'article selon la Constitution. Mais est-ce que la nouvelle Constitution va avoir toutes les nouvelles dispositions qui n'incluront pas les dispositions de l'ancienne Constitution? Oui, ça peut être possible aussi. Si on va trouver certaines nouvelles dispositions de l'ancienne loi fondamentale, comme voulez vous les juristes, la Constitution, dans la nouvelle, on a fait la réforme, on a fait la révision. Mais seulement le législateur dit ici, je veux que cette Constitution soit révisée, mais ne révisez pas aux dispositions verrouillées. Est-ce que le débat doit encore être qui sont pour la révision et contre la révision? Et est-ce qu'on doit encore opposer les changements et la révision? On doit opposer ceux qui sont pour la révision totale et ceux qui sont pour la révision partielle des dispositions qui ne sont pas verrouillées. On doit éviter la guerre des mots inutilement.
Deux, est-ce que nous allons inventer une république où nous allons partir des poussières des anciennes républiques? Et lorsque nous partons des acquis des anciennes républiques, on n'est pas en train d'inventer une nouvelle constitution, une constitution nouvelle. On est en train de réformer en touchant aux dispositions verrouillées. Il faut que les politologues et les juristes nous aident à faire comprendre notre peuple comme ça. Et c'est pourquoi même Kabila, si lui n'a pas eu beaucoup d'opposition en 2011, parce que lui il a parlé de la révision et il est allé toucher aux dispositions verrouillées. Et c'était, les gens ne comprenaient pas. Maintenant, nous, de l'Union sacrée, nous disons, nous allons changer la Constitution. Nous n'allons pas changer la Constitution, nous voulons plutôt réviser la Constitution dans ces dispositions aussi verrouillées. C'est ça la communication qu'il faut assumer. Parce que nous n'allons pas faire une nouvelle Constitution alors que les institutions actuelles continueront jusqu'à la nouvelle Constitution. Est-ce que ça sera une autre Constitution ou bien c'est cette Constitution que nous voulons amender? Bon, Fumototo, on a parlé des changements de constitution voilà, dans beaucoup de pays, notamment en France et dans d'autres pays où on a changé de république, on a mis en place d'autres constitutions. S'il vous plaît. Et cela a fait basculer, notamment la France, est partie de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et... Vous avez même en France les acteurs politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui parlent déjà de la 6e République. Mais là, le débat devient intéressant. Dans une seule République, on peut changer plusieurs constitutions. Là, vous revenez au mot changer la Constitution. Voilà, parce que le changement de la Constitution n'est pas synonyme du passage d'une République à une autre. Mais en France, par exemple, c'est le cas? C'est le cas? Oui. En France, on a changé la Constitution et on a basculé dans une autre République. Et aujourd'hui, lorsque Jean-Luc Mélenchon et beaucoup d'autres acteurs politiques, même le président français lui-même, Emmanuel Macron, parle de la 6e République, c'est avec une autre Constitution. J'arrive. En changeant la Constitution. Le passage d'une République à une autre implique le changement de la Constitution. Mais tout changement de la Constitution ne fait pas passer un pays d'une république à une autre. Par exemple, la Constitution américaine a connu 27 changements. Mais non, sont pas 27 révisions, amendements. Ah bon, mais tout amendement est un changement. C'est ça le problème. Bon, là, je ne sais pas si c'est une bataille sémantique. Non, mais la Constitution est là. La forme républicaine, le nombre, le durée de mandat du chef de l'État, les prérogatives des personnes humaines, les prérogatives des provinces ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Le concept est retenu. Dans les dispositions verrouillées, on parle toujours révision. Dans les dispositions non révisées, on parle non matricielles, on parle toujours révision. Donc on ne peut plus opposer. Est-ce que vous comprenez l'argumentation que j'ai dit? Nous ne ferons pas table rase des institutions qui existent. C'est que nous voulons plutôt réviser les dispositions verrouillées et non changer la Constitution. C'est ça. Je voudrais que les politologues, les juristes entrent dans ce débat-là. Oui, les juristes sont la 4e République. Je voudrais profiter de votre plateau pour vous dire que mais la première n'a jamais existé au Congo. La deuxième n'a jamais existé au Congo. La troisième non plus. Mais comment passe-t-on de quelque chose à une république? Parce qu'à travers le monde, l'État a plusieurs formes, mais l'État n'a que deux fonds. L'État est soit royal, monarchique ou républicain. Mais quand est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une république? Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on a quitté? Quand la France est passée de la monarchie française à la République de la France, nous avons des bouleversements philosophiques. Nous avons des bouleversements sur les concepts et la conception même de l'État. Est-ce que nous voulons inventer l'État ou nous trouvons plutôt que la Constitution ici dans sa forme? Mais nous pouvons aussi inventer l'État. C'est ça même le débat dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour que les Africains puissent réinventer l'État. Pas s'aligner sur les modèles occidentaux. Totalement d'accord avec vous. Voilà. J'assume étant le géniteur de la 3e voie et disciple de la 3e Afrique. La 3e Afrique? Oui, moi je parle de la 3e. Donc il y a eu déjà des Afriques? Il y a d'Afrique antique qui était la superpuissance mondiale et l'Afrique suiviste qui nous tue et l'Afrique que nous allons inventer, pas celle du passé, mais pas celle du présent, mais l'Afrique qui était promise par Kimbangu, par Lumumba, par Jésus et que nous devons assumer par de nouveaux courants de pensée. Cette Afrique-là, je l'attends et je suis parmi les partisans. Le jour où nous allons parler de cette Afrique-là, c'est alors que nous allons parler des changements de la Constitution. Mais lorsque nous allons imiter le système politique français, belge, nous allons presque imiter le système politique de Mobutu Kete. Non, là, ce n'est pas la révision. Ça, ce n'est pas le changement, ça, c'est la révision. Même si nous touchons aux dispositions verrouillées.
Donc, mais ici, dans le débat, lorsqu'on dit que le président Tshisekedi a parlé d'une constitution qui doit refléter nos réalités. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris par là? La constitution qui va refléter nos réalités ne veut pas dire qu'on ne va pas imiter les réalités des autres. Parce que tous les doctrinaires en droit, en sciences politiques, en philosophie, qui feront l'objet et de toutes les autres disciplines, qui feront l'objet de cette commission nationale, n'ont pas la pensée, qui feront partie de cette commission nationale, n'ont pas le cerveau africain à 95%. Comment n'ont pas le cerveau africain? Mais ce sont des intellectuels issus des courants de pensée des autres peuples. On va imiter. Ils ne connaissent rien de leur terroir. Je ne dis pas qu'ils ne connaissent moi. Mais ils peuvent puiser dans leur terroir. Ils se servent avec ce qu'ils ont appris ailleurs et ils mettent en symbiose. Vous avez compris un système. Il ne sera question d'une révision. Lorsqu'on parle de ce qu'on a, on ajoute quelque chose, on n'a pas changé. Et si on a changé, c'est dans le sens de réformer. Mais nous avons étudié la sociologie à l'UNIKIN. Est-ce que l'école belge existe? Oui. L'école française de sociologie existe? Oui. Est-ce que l'école congolaise de sociologie existe? Est-ce que la pensée politique congolaise existe? Non. Nous allons prendre seulement les doctrinaires, les spécialistes qui eux-mêmes sont les disciples des experts et doctrinaires occidentaux. Il y a dans l'UNIKIN ici des gens qui sont experts en Karl Marx, à Balandier, à John Locke et consorts. En philologie romane. En philologie romane. D'abord, la faculté de droit. À l'Antiquité grecque. La faculté de droit elle-même dit quoi? Nous sommes de la famille romano-germanique d'Hydro. Où est les Congolais? Où sont les réalités? Si le chef de l'État va aller jusqu'au bout, il va nous donner la constitution à la Congolaise, ça sera le changement de la constitution. Mais s'il va se référer à la science occidentale, à la religion occidentale, au système politique occidental, mais ça ne sera pas le changement de la Constitution, ça sera la révision. Donc pour vous, vous dites que la 4e République, qu'on n'en parle pas, mais parce que la première n'a jamais existé. Comment aujourd'hui sommes-nous arrivés à la 3e République? Alors, je vais vous poser une question très simple de débat. C'est à moi de poser des questions. Parce que le chef a voulu que nous allions dans cette commission-là. Mobutu est né dictateur, il est mort dictateur. Il n'a jamais reçu le pouvoir du peuple, il ne l'a jamais laissé entre les mains du peuple. Quand est-ce qu'il a été animateur d'une république au Congo? Entre nous soit dit. Mouzé est né dictateur, il a pris le pouvoir par les armes et il est mort par un coup d'État. Quand est-ce qu'il est devenu républicain? Pour que nous puissions après lui avoir la 3e République. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État et la mort de son père. Lui-même n'a jamais été élu avant d'arriver au pouvoir en 2001. Il est allé au référendum vers le peuple en violant le peuple parce qu'il n'a jamais été un élu du peuple. Comment vous allez dire que nous avons connu une 3e? Mais ils ont dirigé le pays sur base de constitution. Est-ce que vous comprenez, mes chers compatriotes? Oui, je comprends. Pour qu'il y ait une république, il faut qu'il y ait une constituante, même à la suite d'un coup d'État. Mais il y a eu beaucoup de constituantes. Mais les constituantes qui n'ont jamais... Non, il y a eu beaucoup de commissions. Oui, des constituantes. Mais attendez, il y a eu des constituantes et des commissions constitutionnelles, mais qui n'ont jamais été assumées par la constituante avant d'aller vers le peuple. La commission de Louabour, faute. La commission de Mobutu, faute. La commission de Kabila, faute. C'était des commissions des individus. Nous n'avons jamais été une république. Il ne faut pas qu'on nous humilie. Nous avons étudié. Et surtout, nous, moi je ne suis pas panafricaniste, je suis africain tout court. Je suis penseur africain, je suis politologue congolais. J'ai pensé, moi, que nous serons... Vous n'êtes pas panafricaniste? Quand vous amenez... On aura un débat sur le panafricanisme parce que je vous avais aussi suivi quelque part. Vous avez effleuré un certain nombre de choses qui m'avaient un petit peu choqué un peu, mais on en parlera. D'accord, on en parlera parce que moi je suis panafricaniste. On en parlera un jour. Je ne suis pas panafricaniste. Alors revenons à ce que le notaire est en train de dire. Donc pour vous, la République n'a jamais existé. Pour qu'il y ait une République, il faut qu'à la suite d'un coup d'État ou de tout ce que vous pouvez vouloir, que finalement le pouvoir ou les putschistes organisent les élections, qu'après on aille vers le peuple et que le peuple ait élu le président de la République dans les cas d'espèce, et le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, se sont tés avec le Premier ministre issu de cette architecture-là qui vont constituer la constituante, excusez-moi le terme. Ils vont instituer une commission constitutionnelle. Et dès que la commission technique pour la rédaction du projet ou de la proposition de la constitution termine, la constituante des élus du peuple en assume et va au référendum. Le peuple se prononce oui, maintenant la République commence. La République congolaise n'est jamais née. Quand vous allez dans les 4 éléments constitutifs de l'État en droit, on vous donne quoi? Le peuple,
les territoires, les pouvoirs originels. Est-ce que le pouvoir congolais est originel? Parce que nous sommes nés avec la loi fondamentale belge. Et depuis qu'on nous a donné cette loi de transition, nous n'avons jamais eu une constitution référendaire issue des élus du peuple. C'est peut-être le chef de l'État, le président Tshisekedi, qui aura la chance de nous donner une première constitution de la République. Là, vous avez parlé... moi, je dis, nous aurons plutôt une première République et non une quatrième, parce que les trois premières n'ont jamais existé. Alors, ici, il est aussi question de... la souveraineté du peuple. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Hein. Lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution qui parle de la manière dont la souveraineté est exercée. Mais ici, dans notre Constitution actuelle de 2006, il y a des interdictions même à ce peuple-là d'exercer sa souveraineté. Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il y a des articles verrouillés sur lesquels le peuple n'a même pas le pouvoir. Merci. Vous voyez, c'est ça, vous venez de poser la meilleure des questions. Si on savait, si on reconnaissait au Congo à qui appartenait ou appartiendrait la souveraineté, est-ce que les débats sur on doit réviser les dispositions verrouillées ou non devaient exister? Ce que tu as dit que ndako est à Charlequin. Tokosa débat na linga vanda kuna na linga te katono na linga afutela. Non, il revient au propriétaire de cette maison de la disposer ou pas. C'est ça un droit. C'est la faculté de disposer ou d'aliéner sa qualité. C'est pas ça le droit. C'est ça. J'ai le droit de... Ça veut dire, j'ai le pouvoir de jouir ou de dire, de disposer, c'est-à-dire de vendre ou de donner à quelqu'un d'autre. Voilà, vous venez de soulever la meilleure question et vous allez voir. Ici, dans cette constitution, il y a 3 souverains. 3 souverains? Il y a 3 souverains. Il y a un souverain primaire, il y a un deuxième souverain secondaire et il y a le top qui est le dernier souverain. D'après cette constitution, prenez l'article 5, nous découvrons 3 souverains dans ce pays. Il y a 3 souverains. L'article 5 de la Constitution. La souveraineté, j'arrive. La souveraineté, je suis là. Alors, l'article 5 dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ah, qui est souverain premier dans ce pays? Il s'appelle le peuple congolais. La souveraineté nationale appartient au peuple. Point. Attendez, il ne faut pas aller rapidement. Parce que non, allons-y rapidement. Dans les on va aussi débattre sur le pouvoir. La souveraineté nationale appartient à qui? Au peuple. Je ne savais pas si c'est écrit la souveraineté nationale appartient à Cholet. La souveraineté nationale appartient à Fayoul. La souveraineté nationale appartient à Katoum. C'est écrit comme ça? Parce que l'Église catholique a décrété une mobilisation générale contre la révision ou les changements de la Constitution. Vous avez lu là que la souveraineté nationale repose sur l'Église catholique? Vous avez compris? Si nous étions déjà une république, est-ce que l'Église catholique peut se prononcer, oser se prononcer de cette manière? Nous étions en France. Est-ce que l'Église catholique n'est pas présente en France? Est-ce que l'Église catholique n'est pas présente en Ouganda, en Rwanda? Au Rwanda, il y a l'Église catholique. En France, lorsqu'ils reconnaissent que la souveraineté est entre les mains du peuple et que chaque citoyen membre de cette nation-là est libre de se prononcer. Est-ce que vous voyez, lorsqu'on veut changer la Constitution, récemment on venait de changer la Constitution française, de la modifier si vous voulez. Est-ce que l'Église catholique s'est prononcée? Mais l'Église gardienne de la paix, de la stabilité d'une société, elle ne peut pas intervenir pour demander au président, tel qu'ils l'ont fait dans le mémorandum qu'ils ont remis au président en juin, pour demander au président de ne plus toucher aux dispositions verrouillées afin de préserver la paix. Si quelqu'un communique de cette manière-là, il n'insulte pas le président Tshisekedi, il insulte tout un peuple congolais. Parce que l'article 1er, la République démocratique, vous pouvez lire, est un État laïque. Ça veut dire que ça ne permet à aucune religion de prendre position sur les questions d'actualité politique. Ah bon? Mais que chaque membre d'une église, s'il veut donner un point de vue comme citoyen congolais, c'est de son droit, qu'il le donne individuellement. Parce que l'église est apolitique, qu'autour d'une question d'hypersensibilité politique, l'église n'a pas le droit de prendre position. Ah bon? Mais parce que mais même si ça va dans l'intérêt de la paix. Non. L'article 1er dit ceci, la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Maintenant, laïque, ça veut dire dans ce pays-là, il n'y a pas la religion d'État et il n'y a pas une tendance religieuse qui est semblable à l'État ou qui est comme l'État. Nous ne sommes pas un État pontifical. Alors, d'où vient l'Église catholique ici? La souveraineté nationale appartient au peuple.
Alors, le président Tshisekedi dit, nous allons consulter les propriétaires. Et vous vous dites, vous n'allez pas les consulter entre vous et les chefs de l'État qui ne respectent pas les... Mais le président Tshisekedi a lutté aussi, a combattu à côté de cette église catholique aujourd'hui que vous critiquez. Non, pour se prononcer sur les questions d'intérêt général. Quand l'IDPS est né en 1982, tous les présidents catholiques, 95% étaient avec Mobutu. Quand l'IDPS a lutté contre cette constitution, les présidents catholiques étaient avec Kabila. L'IDPS s'est rencontré par moment avec l'église catholique, mais le combat de l'IDPS n'est pas le combat de... Non, mais en 2005, l'église catholique avait lutté contre les référendums pour la constitution de 2006. Le comportement de l'église catholique congolaise, encore faudra-t-il dire, il ne s'agit pas de l'église catholique congolaise, il faut dire de certains prélats catholiques politiciens. Mais la déclaration aujourd'hui, c'est la déclaration de la Senko. Mais la Senko, ce n'est pas l'église catholique universelle. Non, je suis désolé. De la RDC. Non, mais la Senko, ce n'est pas tous les calotins. La Senko, ce n'est pas la grande mère qui est l'église catholique. Non, ce sont certains prélats catholiques qui se sont retrouvés dans une structure inventée longtemps après l'implantation de l'église catholique au Congo. Quand l'église catholique est implantée ici avec la colonisation, il n'y avait pas la Senko. La Senko peut disparaître, l'église catholique existe. Ne confondons pas les choses. Ce n'est pas la position de l'église catholique. C'est la position de quelques prélats catholiques. Deuxième élément, messieurs les journalistes. Maintenant, quand on dit la souveraineté nationale appartient au peuple, ça c'est la première. Donc vous voulez ici qu'il y ait une guerre entre les pouvoirs et l'église catholique? Non, parce que c'est là où c'est comme si vous êtes en train d'exciter le président Tshisekedi à affronter l'église catholique qui refuse que l'on révise la constitution dans les articles. Mais l'église catholique est apolitique, elle ne peut pas avoir une position commune sur la constitution. Il y a des catholiques de l'IDPS, il y a des catholiques du PPRD, il y a des catholiques de la troisième voie, de l'idéal, il y a des catholiques de l'ensemble. Donc, il n'y a pas une position politique catholique. Il y a plutôt des doctrines et des dogmes catholiques. Par exemple, la dogme mariologique, ça existe dans l'église catholique. Tout le monde croit en Marie comme ayant été enlevée, comme étant morte, vierge. Ça, c'est entre eux et les catholiques. Tout le monde croit à ça si vous êtes catholique. Mais la position politique du prêtre catholique n'est pas forcément et ne doit pas, surtout pas, être la position de tout croyant catholique. Alors, ce n'est pas autorisé. L'église catholique romaine, le pape veut dire l'évêque de Rome. Il n'a jamais pris de position politicienne sur l'actualité de l'Italie. Que l'Italie change la constitution, pas, c'est pas la position de l'église catholique. Notre église a exagéré parce que, pas notre église. L'église catholique. Quelques prélats catholiques ont exagéré parce qu'ils ont trouvé un contexte de faire la politique sans le savoir. Maintenant, deuxième souveraineté, l'article 9. L'article 9 de la Constitution. L'article 9 dit ceci. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur les plateaux continentaux. Il y a combien de souverains au Congo? La première souveraineté nationale appartient à qui? Au peuple. La deuxième souveraineté nationale appartient à qui? À l'État congolais. Est-ce que l'État congolais, c'est l'église catholique? Nous ne sommes pas un État pontifical. Si nous étions un État pontifical, la position de l'église catholique vaut la position d'État. La première souveraineté, c'est le peuple congolais qui a créé sa personnification. C'est ça l'État, la personnification de la nation, c'est ça en droit. La personnification juridique de la personnification juridique de la nation. La première souveraineté, c'est le peuple lui-même. La deuxième souveraineté, c'est la superstructure sociale qui est l'État. L'État qui est le plus grand service public au service de tout le monde. Troisième souveraineté, article 69 de la Constitution. Article 69 de la Constitution. Article 69 dit ceci. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Bonsomi nyoso ya kolingato koboya likambo eza epa nanga peuple. Bonsomi ami balé na pesi na l'État po ata elanga biloko nyonso. Bonsomi ami sato na pesi moto moko babengi président akonza l'État. Nous avons combien de souverains? Le président de la République est le chef d'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. C'est ça la souveraineté. Mais yo kité. Souveraineté c'est pas peuple. Peuple a pesi na l'État, mais il y a un mokonzi à l'État. Il y a l'État dans la souveraineté. Le chef de l'État et l'État congolais, qui est plus souverain? Mais c'est le chef de l'État. Mais c'est le chef de l'État. Il est le chef de l'État qui est souverain sur les biens du peuple. Je ne sais pas si vous avez compris.
le peuple donne ses biens à l'État et le peuple vote un chef de l'État qui est au-dessus de l'État et qui doit exercer la souveraineté. Descendez, vous allez voir la souveraineté là-bas. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. La nation sur laquelle la souveraineté repose dans l'article 5 est représentée par une personne qui est le chef de l'État et président de la République. Vous avez compris, c'est lui le véritable souverain du peuple. Et il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. De tous les pouvoirs publics que j'ai ajouté. Ainsi que la continuité de l'État. Kita. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Qui exerce la souveraineté de la République démocratique du Congo entre ses mains. Non, on dit qu'il est le garant de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Mais qui garantit, qui dit que les souverains, je dois les voir ou pas? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas Chole, c'est pas Fayoulou, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui est le garant de cette souveraineté. Vous comprenez que la première souveraineté, c'est entre les mains du peuple. La deuxième, c'est entre les mains de l'État. Et le chef de l'État, c'est celui qui garantit ça. Est-ce que c'est Chole qui garantit? Est-ce que c'est un prélat catholique soit-il qui garantit? Il y a combien de souverains au Congo? Il y a le peuple, il y a l'État, il y a le chef de l'État. Est-ce qu'on a cité Moïse Katumbi? Est-ce qu'on a cité l'abbé Chole? Est-ce qu'on a cité... Alors, rentrez dans l'article 5, vous allez comprendre. L'article 5 de la Constitution. L'article 5 dit... Ceci, on a déjà lu cet article. Non, mais là, je reviens. Qu'on passe beaucoup là, on a de dit temps. La souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Le peuple, donc son pouvoir est exercé par trois branches. Soit qu'on le consulte par référendum, c'est son pouvoir. Soit qu'il vote ses représentants, soit que son pouvoir est exercé par les gens qu'il a votés. Où sont les non-élus comme moi devant le peuple? Zéro. Alors vous allez dire le peuple est souverain, mon peuple est consulté par référendum. Aux quitter. Alors, non, si vous dites-moi, aux quitter. Prenez l'article 149, alinéa 3 et 5, on peut terminer. Nous sommes à la fin de l'émission. Je vais terminer. S'il vous plaît, on est à la fin de l'émission. Fumutoto, on peut conclure par là, parce que vous avez parlé des pouvoirs. Il y a un débat au sein de la nation entre les pouvoirs. Le président Tshisekedi, le président de la République, dans notre constitution, a beaucoup de pouvoirs. Mais je dois lire l'article 49. Non, posez seulement la question comme ça, je réponds. Alors, le président a beaucoup de pouvoirs dans cette constitution et c'est inutile à ce que l'on puisse la changer parce qu'il a trop de pouvoirs. Et les constitutionnalistes sont là divisés. Il y a ceux qui pensent que le président a beaucoup de pouvoirs et il y a ceux qui pensent que le président n'en a pas. Les deux, je suis d'accord avec eux et au-delà. Moi, je soutiens que le président a beaucoup de pouvoirs et je soutiens qu'il manque aussi de pouvoirs importants. Par exemple, que nous ne voulons pas chercher à changer la Constitution pour donner tous les pouvoirs au président. Nous voulons changer la Constitution pour qu'en donnant ou pas beaucoup de pouvoirs au président, que certains pouvoirs n'échappent pas au contrôle du chef de l'État. Parce que là, dans l'article 69, on fait de lui le garant du bon fonctionnement, l'arbitre de tous les pouvoirs publics. Mais lorsqu'on donne des prérogatives aux provinces ou entités territoriales décentralisées et que ces prérogatives vont échapper au pouvoir du chef de l'État, c'est déjà un problème. Terminer l'article 149. Nous allons revenir. Non, s'il vous plaît, on est à la fin de l'émission. Nous reviendrons là-dessus, Fumutoto. Merci de nous avoir suivis. Mal cité parce que c'est pas là qu'on devait encore monter. Nous reviendrons prochainement. On est à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine. Il est bas congolais.